Alger-la-Blanche, avec ses quartiers populaires qui surplombent la mer et son célèbre monument aux martyrs. La capitale compte un nouvel élément dans son paysage. Son minaret fait 265 mètres de haut. La salle de prière peut accueillir 120 000 fidèles. Cette nouvelle mosquée est la 3e plus grande au monde. Elle a coûté près de 3 milliards de dollars, entièrement payée par l'État algérien. Le symbole de grandeur légué par le régime du président Abdelaziz Bouteflika juste avant son départ forcé. Le mode de vie, ou disons le confort en général, il a progressé en Algérie. Les gens vivent mieux aujourd'hui que 1960 ou 70 ou 80. Hein. L'Algérie arrive au 4e rang des plus riches pays d'Afrique. Infrastructures développées, éducation et soins de santé gratuits, logements et aliments subventionnés, tout ça grâce au pétrole. Depuis l'année 2000, quand le baril a commencé à augmenter, quand il a atteint 100 $, par exemple, l'Algérie a remboursé ses dettes. Elle n'a plus de dette internationale. Il n'y a pas de dette. Avec ce surplus de recettes, il y a eu beaucoup d'investissements. Le géant Sonatrach contrôle tout le secteur des hydrocarbures du pays. C'est la plus grande compagnie pétrolière en Afrique. Avec ses filiales en Algérie et ailleurs dans le monde, cette société d'État emploie près de 200 000 personnes. Son principal centre d'activité se situe au centre du pays, dans la région de Ouargla. C'est là que vit Tahar Belabès, un ex-employé de Sonatrach et militant syndical, maintenant au chômage. Notre revendication, c'est que cette société d'État, c'est comme une entreprise coloniale, une société privée, contrôlée par une clique de fonctionnaires et de politiciens. Nous n'avons pas été autorisés à nous rendre à Ouargla. Nous avons que demandé à Tahar Belabès de nous retrouver à Alger. Dans le sud algérien, il y a 2 catégories d'entreprises. D'abord, des multinationales associées à Sonatrach qui ne se soucient pas du droit local et des sous-traitants locaux dirigés par d'anciens militaires haut gradés qui se comportent comme de vrais esclavagistes. Tahar Belabès a été congédié après avoir organisé des manifestations réclamant des emplois pour les chômeurs de sa région. La compagnie a porté plainte contre moi parce que je faisais de l'obstruction avec des jeunes. Il a été emprisonné à quelques reprises. Son passeport lui a été retiré pendant la majeure partie du règne de Bouteflika. Et pourtant, il continue à manifester. On peut venir m'arrêter à n'importe quel moment. Le pays est aujourd'hui sans dessus-dessous. L'insatisfaction générale ne faiblit pas. Le taux de chômage algérien est actuellement de 12 %. Plus alarmant, chez les jeunes de moins de 25 ans, qui forment près de la moitié de la population, il touche 1 personne sur 3. Chez les diplômés universitaires, 1 personne sur 4 est sans emploi. S'il y avait eu d'abord une bonne gestion de la rente pétrolière, réinvestie pour créer de l'emploi et de la richesse, on avait de quoi faire devenir l'Algérie pratiquement un pays autosuffisant à tous les niveaux. Aujourd'hui, on aurait un degré de développement extraordinaire. Abdelmajid Attar a été brièvement ministre sous le président Bouteflika et PDG de la puissante Sonatrach de 1997 à 2000. Il dénonce le manque de vision du régime au pouvoir, la structure de l'emploi, tenez-vous bien, mais aussi la corruption omniprésente dans le pays. Le problème, c'est que non seulement la corruption, elle a ouvert les caisses à des gens qui en ont profité, mais elle a empêché en même temps, par mauvaise gouvernance, la mise en œuvre d'autres activités, le développement d'une industrie, le développement des services, etc., etc. Voilà. J'étais menacé de mort par un ex-ministre. Halim Fadal dirige une association parmi plusieurs qui dénonce la corruption en Algérie. On peut arriver jusqu'à 40% des fonds qui sont délapidés. Il n'est pas le seul à le dire, la culture du pot de vin est présente à tous les niveaux.
S'il y a des passations de marché, il y a des pots de vin. S'il y a recrutement, il y a des pots de vin. Chaque acte, il est devenu une transaction qui est entachée d'actes de corruption. Le tourisme est un exemple éloquent des effets néfastes de la corruption sur l'économie du pays. Contrairement à ses voisins côtiers du Maroc et de la Tunisie, l'Algérie n'a pas choisi de développer cette industrie. La corruption a pris une ampleur phénoménale. La première des choses, on a un projet en tête, qui c'est qu'on connaît dans ce secteur? Ce n'est pas votre dossier qu'on juge. C'est la personne qui vous êtes et votre relationnel et l'argent que vous pouvez avancer. Cette agente de voyage ajoute que la très lourde bureaucratie et les déficiences du système bancaire algérien parviennent à décourager les promoteurs les plus motivés. C'est aberrant de devoir attendre 1 an et demi avant d'ouvrir un restaurant. Sauf si vous connaissez quelqu'un, parce que bien sûr, si vous connaissez quelqu'un et vous glissez voilà, une petite enveloppe, ça va aller bien plus vite. Il faut des lois strictes, il faut une bonne gouvernance, il faut que chacun sache ce à quoi il a droit et ce à quoi il n'a pas droit. L'avenir économique de l'Algérie reste à écrire et l'exercice est en cours. Les militants pour le progrès social comme Tahar Belabès constatent que leur cause est maintenant portée par un vaste mouvement populaire qui réclame au préalable le départ de la classe politique au pouvoir. Sylvain, on voit bien la difficulté pour l'Algérie de diversifier son économie. Alors on en est où? La situation financière du pays en est où? La situation financière du pays est très, très mauvaise parce que ses revenus baissent d'année en année, parce que depuis la chute des prix du pétrole, des prix mondiaux, évidemment, les revenus baissent énormément. Et comme c'est un pays qui dépend presque exclusivement du pétrole, bien, ces revenus n'arrivent plus à couvrir les dépenses importantes sociales qui existent en Algérie depuis toujours. Donc là, on se dirige vers vraiment un mur. D'ici 5 à 6 ans, on aura épuisé les réserves, des réserves financières importantes qui avaient constitué l'Algérie, mais qui fondent comme neige au soleil depuis les 4 ou 5 dernières années à cause de cette chute du prix. Donc, on en est là à une petite réserve qui n'arrivera pas à permettre au pays de survivre à ce rythme-là. Et les réserves d'hydrocarbures, elles, est-ce qu'elles sont viables à long terme ou pas? Alors, les réserves de pétrole diminuent. Et l'extraction diminue aussi parce qu'on n'a plus les techniques pour aller le chercher là où il se trouve, il est plus loin. Par contre, on a d'énormes réserves de gaz de schiste, un gros potentiel économique à développer, sauf qu'on n'a pas les techniques, on n'a pas l'expertise pour le faire, on a besoin de partenaires internationaux pour le faire, mais on n'arrive pas à les convaincre à cause de la situation qui est très instable dans le pays pour le moment. Donc, on se retrouve dans l'opposition aussi sociale. Il y a de l'opposition sociale, effectivement, qui n'aide pas. Donc, on se retrouve dans une situation un peu comme au Venezuela où on a abusé de la ressource, on n'a pas planifié, on n'a pas diversifié. Actuellement, on n'a pas de solution économique à moyen terme pour sauver l'Algérie. Oui, on parle de cette malédiction de l'or noir. Voilà un exemple. Encore Merci, Sylvain. On prie.